D'abord, comment ne pas revenir, Elton, sur les faits autour du jeu, en l'occurrence un fait d'arbitrage, cette exclusion de Stassin pour une intervention grossière sur Corentin Tolisso, finalement annulée par l'arbitre. On est sur une décision globalement incompréhensible. Elton, qu'est-ce que tu en penses, toi? On est sur le scandale de la saison. On est sur le scandale de la saison parce que déjà, pour moi, le rouge s'imposait et c'était la première décision de François Le Texier. Et ensuite, le fait de voir le carton rouge se transformer en carton jaune, quand en plus Corentin Tolisso est sorti sur blessure, pour moi, c'est inexplicable, c'est incompréhensible. Je peux utiliser tous les adjectifs qui vont dans ce sens-là. Et pour moi, c'est le scandale de la saison parce que c'est un impact. C'est très simple. Pour moi, le match, pour moi, hein, et je dis bien pour moi, il se termine sur le non-rouge de Stassin. Parce que derrière, ça a des conséquences déjà dramatiques à tous les niveaux pour l'Olympique Lyonnais, dans la mesure où Tolisso sort. Et c'est une absence importante quand on connaît le rendement de Corentin Tolisso. Et surtout, Stassin, derrière, il va marquer ce fameux deuxième but. Le but du Ouais. 2-0 qui assure la victoire à Saint-Etienne a posteriori. Donc pour moi, c'est des conséquences qui ont eu euh, un impact négatif pour l'Olympique Lyonnais et un impact très positif pour les Saint-Etienne. Ouais, un vrai point de bascule dans cette rencontre. On a parlé en bien de François Le Texier quelques jours plus tôt. Il a parfaitement tenu ce quart de finale retour entre le Real et Arsenal sous la pression du Bernabeu. Voilà. Là, il revient en Ligue 1. Et comme trop souvent, les arbitres, nos meilleurs arbitres qui assurent plutôt sur la scène européenne, on a l'impression qu'ils se remettent au niveau de la Ligue 1. Comment t'expliques ça, toi? Moi, je suis de ceux qui mettent en avant François Le Texier en Europe. Faut pas oublier qu'il a été nommé meilleur arbitre du monde l'année dernière. Ouais. Faut pas oublier qu'il sort d'un quart de finale Real Madrid-Arsenal où déjà il y avait une action polémique avec Rudiger. Mais globalement, on est sur un arbitrage qui est plutôt performant en Europe. Par contre, en France cette saison, je m'explique pas. Dans la mesure où il est sur la photo de famille de l'action d'Amin Harit, lors du classique, Singo Donnarumma. Et là, on a Tolisso Stassin. Donc ça commence à faire beaucoup pour un arbitre qui est quand même très réputé. Par rapport à tout ce qui s'est passé cette semaine du côté de l'OL, on a parlé voilà, de la remontada de Manchester, des erreurs défensives de l'OL jeudi, on a parlé des faits d'arbitrage dimanche. J'ai quand même l'impression, tu vas me dire ce que tu en penses, qu'il y a un point commun quand même dans ces deux désillusions, c'est les choix de Paolo Fonseca, notamment de retitulariser Paul Akuoku à Old Trafford jeudi, notamment de faire rentrer ce même Akuoku à la place de Tolisso à la demi-heure pour le faire sortir après la mi-temps. Voilà, Matic qui n'est pas utilisé jeudi. Là, il y a quand même un gros turnover dimanche pour un match très important. Est-ce que ces deux échecs-là, ce sont avant tout les échecs de Fonseca selon toi, Elton? Alors, il est beaucoup plus responsable pour moi sur le derby que sur le match à Manchester United, parce que à Manchester United, il y a une part d'irrationnel. Alors oui, les changements ne sont pas bons et contribuent à fragiliser l'Olympique Lyonnais et à donner plus de force à Manchester United. Et pour moi, c'est beaucoup plus imputable hier, parce que au final, Arthur, c'est l'histoire de Paulo Fonseca, parce que quand on parle de Paulo Fonseca, on dit souvent oui, mais. Et on l'avait déjà vu à Lille, dans ce genre de circonstances. Bah, l'Olympique Lyonnais, on en avait profité la saison Ouais. dernière. C'est que on est sur un entraîneur qui peut avoir des choses intéressantes, mais au moment d'avoir une lecture à l'intérieur d'un match, il peut avoir des soucis. Et très souvent, les changements ne sont pas nécessairement payants. Lille l'avait appris notamment sur la Ligue Europa, où il menait avant de finalement prendre un but dans les dernières minutes. Rebelote face à Manchester United. Et c'est pour ça que moi, quand je parle de Fonseca, il y a un oui, mais hier, clairement, moi, je ne comprends pas pourquoi Cocu rentre. Parce que Ouais. on voit un Olympique Lyonnais qui est dominé. Moi, je me dis qu'il va y avoir un changement après Tolisso qui peut être plus intéressant. Et là, il remet Akoku avec Tessman. Ça, j'ai pas nécessairement compris. Et ça n'a pas contribué à rendre l'Olympique Lyonnais beaucoup plus compétitif. Et quand on sait qu'à la 46e minute, Akoku sort, et ben sincèrement, moi je me suis regardé, je me suis dit, mais il n'a pas l'air de maîtriser grand-chose, Fonseca ou Maciel, c'est selon parce que c'était l'entraîneur adjoint qui était sur le bord terrain. Donc c'est vrai que c'est une semaine où Paulo Fonseca n'a pas gagné des points, il en a surtout perdu, et l'Olympique Lyonnais a surtout perdu et le derby et une qualification en demi-finale d'Europa League.
Ouais, effectivement, l'OL a perdu très très gros. On verra comment ils rebondissent dans une fin de saison qui s'annonce chargée avec Rennes, Lens, Monaco. Là, si tu veux bien, Philippe, on va se concentrer plutôt sur Manchester City. Il y a eu une Hmm. sortie là, de Kevin De Bruyne. Alors, on sait qu'il partira en fin de saison, il quittera le club après 10 ans. Il y a eu cette sortie un petit peu amère dans la presse sur les raisons de son départ, que lui estime économiques. Est-ce que ça veut dire que City va se comporter de la même manière avec beaucoup d'autres de ses cadres? Et plus globalement, en fait, est-ce qu'il faut s'attendre cet été, dans les semaines à venir, à une grosse révolution du côté de Manchester City, Philippe? La révolution est déjà en marche, en fait. Ouais. Parce que bien évidemment, Kevin De Bruyne était sur un salaire extrêmement élevé et il faut bien évidemment que le club reste dans les clous du fair play financier, que ce soit le fair play du financier de la Première Ligue ou le fair play financier de l'UEFA. Rappelons aussi quand même qu'il y a toujours ces fameuses 129 ou 130 chefs d'accusation, ça traîne, ça traîne, ça traîne. On ne connaît pas encore le résultat du délibéré des juges qui planchent sur cette affaire, donc qui risque quand même d'avoir une grosse influence sur la saison à venir de Manchester City. Mais la transformation est déjà en place. Tu vas avoir le départ est déjà acté, mais il va quitter ses fonctions à la fin de la saison, c'est Txiki Begiristain, qui est un des grands alliés historiques de Pep Guardiola, et qui va être remplacé par Hugo Viana, du Sporting Club Portugal, qui va donc devenir directeur sportif. Donc déjà, de ce côté-là, tu as un changement. Ouais. C'est un autre type de réseau qui va se mettre en place. Ensuite, tu as eu quand même des arrivées conséquentes au mercato du mois de janvier. J'ai repris mes notes, et en fait, il y en a eu beaucoup, et surtout, je voulais faire mon calcul, combien ça leur a coûté. Et ils ont quand même dépensé quasiment 200 millions d'euros net au mercato de janvier. Donc, Abdulkadir Koussanov, du RC Lens, bien évidemment, Victor Reis, le défenseur central brésilien qui est venu de Palmeiras, Rico Gonzalez, le milieu de terrain de Porto, qui est arrivé, et puis celui qu'on a beaucoup vu, Omar Marmouche, qui a d'ailleurs fait très très grosse impression, qui est arrivé de l'Eintracht Francfort. Tu mets tout ça ensemble. Tu as à côté de ça des joueurs qui, eux, sont qui sortent de l'académie. On connaissait Rico Lewis, par exemple, qui a déjà joué en équipe d'Angleterre. James McAteer, lui aussi anglais, et s'est intégré à ce groupe. Et puis le dernier qui fait une grosse impression, c'est Nico O'Reilly, qui n'a que 20 ans, qui d'ailleurs a été le buteur de la délivrance à Everton. Hein. C'est lui qui marque à la 84e minute le but du 1-0, et ensuite Kovacic en remet un deuxième dans le temps additionnel. Mais c'est ce jeune anglais, Nico O'Reilly, donc, qui a libéré Manchester City. Donc tu as à la fois l'arrivée d'un groupe de jeunes Anglais qui viennent de l'académie, et puis l'arrivée également de jeunes joueurs européens ou sud-américains qui sont là pour constituer un nouveau noyau autour de certains des noms historiques. Là, par exemple, on a appris que Gundogan allait prolonger, ce qui était un petit peu une surprise quand il va prolonger. Mais par contre, Kevin De Bruyne, c'est fini. Et puis Kyle Walker, quant à lui, tu sais, il est déjà parti en prêt. Ouais. Mais en fait, c'est la première étape dans le divorce à l'amiable entre les deux parties. Mais oui, il y a une grosse transformation qui va avoir lieu. Elle est nécessaire, on l'a vu cette saison. Mais cette transformation, elle est déjà en route. Et elle va encore s'accélérer cet été. Avec peut-être, alors parmi les joueurs dont on parle beaucoup de Florian Wirtz. Enfin, cela dit, bonne chance avec le Bayern pour être à la lutte sur Florian Wirtz, la petite merveille. Et puis également, plus près de Manchester, puisque c'est à Nottingham qu'il joue, c'est Morgan Gibbs-White, qui fait une saison absolument phénoménale avec Forest, qui est un joueur, un de ces joueurs versatiles, mais extraordinairement créatif, très technique, qui irait, je veux dire, il rentrerait tout de suite dans l'effectif de Pep Guardiola. Au niveau stylistique, j'entends les techniques, sans le moindre problème. Donc, c'est un gros chantier qui a déjà commencé. Et l'année prochaine, attends-toi à Manchester City qui soit rajeuni, à moins que, bien évidemment, les juges aient décidé autrement et qu'il y ait, par exemple, des retraits de points qui soient faits avant le début de la saison, ce qui est un des scénarios les plus probables. Un gros point aussi, Atlético de Madrid, Anna, parce que c'est passé un peu plus sous les radars forcément que les victoires du Barça et du Real, mais l'Atlético s'est incliné à Las Palmas. Bon, pour le coup, la saison des Colchoneros, elle est terminée. Ils disent adieu au titre, ils ont dit adieu à la Coupe du Roi, à la Ligue des Champions. Ouais, on savait plus ou moins quand même qu'elle était terminée cette saison depuis l'élimination en Ligue des Champions notamment, parce que ça s'est suivi après avec l'élimination en Copa del Rey.
une saison clairement ratée pour l'Atlético parce qu'ils avaient vraiment tout le matériel en point de vue joueur pour faire quelque chose. À un moment donné, ils ont été leaders de Liga quand même et ils auraient pu aller chercher ce titre s'ils avaient eu plus de régularité. Mais ils ont vraiment été tués cette saison par des défaites ou des matchs nuls contre des petites équipes, entre guillemets. Ouais. Là, c'est Las Palmas, c'est un relégable. Finalement, cette défaite contre Las Palmas, elle était même pas totalement surprenante. Parce que si on regarde la dynamique de l'Atlético actuellement, c'est 2 matchs gagnés sur les 9 derniers joués. Ouais. Donc, c'est pas surprenant. Et c'est d'autant plus peu surprenant que ce match se jouait à Las Palmas, donc aux Canaries, et que les déplacements cette saison pour l'Atlético, c'est une galère pas possible et qu'à chaque fois, c'est des matchs qui sont très serrés avec des victoires soit arrachées en toute fin de match, soit c'est un score qui est vite scellé en tout début de match et l'équipe en face est trop faible pour faire son écart. Mais il y a vraiment pas de consistance dans ce jeu de l'Atlético. Et quand il y en a eu, c'était quand Julián Álvarez était dans une forme exceptionnel, sauf que là, voilà, évidemment, ça s'est tassé. On peut pas, il était sur un ratio, lui, c'est pareil, de tirs qui rentraient en but, qui était exceptionnel. Ça s'est tassé et aujourd'hui, l'Atlético n'arrive plus à marquer, n'arrive plus à gagner. Et ils vont se qualifier en Ligue des Champions et Diego Simeone le répète chaque saison, c'est ça leur objectif, c'est de finir 3e, voire 4e. Là, même la 5e place est qualificative cette saison en Liga pour la Ligue des Champions. Donc, ils finissent forcément en Ligue des Champions. Mais ça ne va pas être une saison mémorable, et d'autant que ça pourrait être la dernière de certains, comme je pense notamment à Griezmann, même si c'est pas encore acté son futur. Et c'est assez dommage de finir comme ça parce que il y avait vraiment moyen de faire mieux, surtout qu'il y avait des jeunes émergents qui étaient très sympas. Je pense évidemment à Giuliano Simeone, Rodrigo Riquelme qui fait une bonne saison aussi. Donc voilà, c'est vraiment juste du gâchis, je dirais, cette saison de l'Atlético. Ouais, je pense que c'est le mot, parce que je me rappelle, on a été plutôt emballés, plutôt optimistes pour cet Atlético, notamment sur la construction de leur effectif, qui paraissait plus fourni que ceux du Real, notamment. Là, on se retrouve quand même avec un Atlético qui a dépensé, si je ne dis pas de bêtises, 185 millions d'euros l'été dernier, mais qui n'a plus gagné de titre depuis son titre de champion d'Espagne en 2021. Celui d'avant, ça remontait à la Ligue Europa 2018. Ça fait quand même très faible. Oui, l'Atlético ne dépense pas autant que ses deux rivaux principaux, mais est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol dans les observateurs de l'Atlético de ne pas avoir les résultats au bout, quoi? Alors, on voit enfin un peu des articles critiquer Diego Simeone, mais en fait, ces dernières années, c'est déjà arrivé, cette situation où Diego Simeone était critiqué, de se dire, est-ce que, en fait, c'est pas la saison de trop, est-ce qu'il faut pas le laisser partir, etc. Mais Diego Simeone, à l'Atlético, dans l'imaginaire collectif des supporters de l'Atlético, il est tellement intouchable que, cette saison où ils finissent 3e, derrière un Barça qui est quasiment invincible et qu'ils ont battu pourtant cette saison, finalement ça reste pas très grave en fait aux yeux des supporters de l'Atlético. Évidemment ils sont déçus parce que évidemment comme nous ils ont vu toutes les recrues, ils ont vu des noms comme Sorloth, comme Julián Álvarez se présenter en plus au Metropolitano et ce résultat à la fin qui est décevant. Mais pour autant, franchement, avant qu'on voit une réelle remise en question de Diego Simeone, il a encore réussi cette année, par exemple, à faire émerger, c'est son fils, mais Giuliano Simeone, qui fait une très très grosse saison. Donc c'est difficile aussi de le critiquer un peu, d'autant que par exemple, si on prend derrière, il a eu quand même la très longue absence de Robin Lenormand avec son hématome cérébral et qui met du temps aujourd'hui à se remettre un peu dans le rythme des matchs. Jan Oblak a été beaucoup moins irréprochable que ce qu'il a pu faire ces dernières années. Donc, il a aussi cette défense-là de se dire, moi, ma défense, elle n'était pas très solide. Et on sait que c'est très important pour Simeone. Il devrait y avoir sans doute des investissements de la part de l'Atlético cet été sur la ligne défensive, notamment à cause de cette saison, mais aussi parce qu'il faut renouveler un peu derrière l'effectif. Mais à voir quels seront les objectifs affichés par l'Atlético à la reprise. Mais ça risque globalement d'être les mêmes parce que c'est ce que martèle Diego Simeone depuis des années, c'est de se dire nous on veut juste être qualifiés en Ligue des Champions. Et puis c'est le cas à chaque fois, donc pas de problème.